Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons parler de la crise politique, la crise que traverse le pays depuis le 7 février 1986. Comment comprendre les causes de cette crise et comment la juguler aussi? Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau deux politologues, le professeur Joseph Harold Pierre et le professeur Claudel Mézilas, pour notamment quelques réflexions sur la situation et surtout pour nous aider à comprendre la situation et dans la perspective de sortir le pays du bourbier. Est-ce qu'on voit déjà le bout du tunnel? Devra-t-on mettre du temps encore pour résoudre les problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui? On n'en peut plus, se plaisent à certains observateurs, qu'ils soient à l'étranger ou ici. La réalité, est-ce qu'elle est? L'insécurité, le kidnapping, un président assassiné chez lui, un discours d'un Premier ministre qui annonce qu'il va entreprendre des démarches de manière à mettre le pays sur les rails de la démocratie, permettre que les élections puissent se tenir dans le pays. Un Premier ministre qui affirme que les démarches des signataires de l'accord du 11 septembre et celui de Louisiane, il assimile à une vaste plaisanterie. Il est question ici de banaliser les démarches des signataires ou encore de certains protagonistes de la crise. Alors qu'on a un président du Sénat de la République, en tout cas ceux qui en restent, le tiers restant du Sénat, Joseph Lambert, qui a annoncé que le mandat du Premier ministre allait arriver à terme lundi soir, minuit. Nous sommes encore là, nous sommes aujourd'hui présents pour débattre de cette crise, pour nous aider à comprendre la situation. Messieurs, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec Métropole, d'être avec nous, d'être avec le public de Métropole aujourd'hui. Professeur Harold Pierre, merci de répondre à l'invitation une deuxième fois cette semaine. Merci, Monsieur Théodore, pour cette invitation. Je salue professeur Mézilas et tout le public qui nous regarde et qui écoute cette émission. Docteur Claudel Mézilas, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Wendel Théodore. Donc, je vous remercie de l'invitation. Je salue également, chers collègues et Joseph Harold Pierre, d'être présent ici pour échanger quelques réflexions sur la crise qui secoue le pays. Chaque fois que je dois recevoir des invités pour parler de la politique, pour parler de la crise, il me vient toujours à l'esprit la question: avez-vous vécu les événements qui ont abouti à la débâcle du régime des Duvalier? Je me pose souvent cette question. Je leur pose cette question et je vais vous la poser encore une fois, messieurs. Professeur Harold Pierre, vous êtes apparemment très jeune. Ceci dit, vous n'avez pas vécu les événements ayant culminé à la chute de Jean-Claude Duvalier. Non, mais grâce à l'histoire. Grâce à l'histoire, c'est justement ça. J'ai commencé à comprendre la politique à partir des élections, pendant le coup d'État. Donc, les événements de 86, en fait, je n'ai rien compris de ça. C'est différent pour vous, professeur? Bien sûr, j'étais tout petit quand Jean-Claude Duvalier est parti. Il faut dire que je suis entré à Port-au-Prince en 1987. Et cette année-là, ma famille a vécu un drame vraiment douloureux. Je pense que c'est la famille haïtienne qui a vécu le plus de drames dans le pays après le départ de Duvalier. C'était lors des élections du 29 novembre 1987. J'ai ma tante qui a été votée à la ruelle Vaillant et on a tué sa fille qui l'accompagnait.
Ma soeur aussi l'accompagnait, elle recevait plusieurs balles et plusieurs coups de couteau, donc elle était devenue folle. Et aussi, ma tante était aussi devenue folle à cause de ça. Donc je pense que toute ma famille a vécu ce drame. Je me demande s'il y a une famille haïtienne qui a vécu ce drame comme la mienne. C'était douloureux et c'est pourquoi je me suis dit que je dois réfléchir sur le plan scientifique à la politique haïtienne pour aider les hommes politiques, la société à mieux comprendre. Et il faut dire aussi le deuxième drame que j'ai vécu à Port-au-Prince, c'était quand on tuait M. Yves Olel. Je me rappelle, j'allais à peine laisser la rue où se trouvait Antigang. Et j'entendais une détonation. Et arrivé chez moi, on a dit que c'est lui qu'on a tué. Il faut dire que donc, c'était 2 drames qui me frappaient quand je suis arrivé à peine à Port-au-Prince en 1987. C'est-à-dire que j'ai vécu, et ma famille a vécu, la tragédie du pays, puisqu'il faut dire ma cousine qui était tuée, Ariel Vaillant, elle était, je crois, comptable chez les sœurs de l'ALU, et ma sœur, après, elle allait entrer au couvent pour devenir sœur, donc c'est au couvent qu'elle est devenue folle, parce qu'elle a reçu tellement de coups de couteau, de coups de machette, et qu'elle ne peut pas résister. Et ma tante aussi, donc c'était un drame que ma famille a vécu. Et vous pouvez comprendre, oui. Cette douleur Alors, qui persiste. mettre ces événements dans leur contexte veut dire que nous sommes là après 86. Parce que là, 1987. Et les élections de Ariel Vaillant, le 29 novembre 1987, c'était en fait l'une des premières expériences démocratiques après le référendum. Après le référendum, est-ce que je Bien sûr, le référendum de mars 87. De mars 87, tout à fait. Et on faisait cette première expérience avec les élections. L'un des points importants, c'est que les Haïtiens d'alors croyaient, Dieu comme fer, qu'ils étaient en démocratie. Liberté de la presse, on pouvait dire ce qu'on voulait à ce moment-là, et Babouquette l'a tombé, disait-on, et on était en démocratie. 36 ans après, messieurs, comment est-ce que vous trouvez cette expérience, l'expérience de démocratie telle que préconisée, telle que pratiquée par les Haïtiens, professeur Joseph Harold Pierre? En fait, ce qui s'était passé après 86, au lendemain du 7 février, c'était même pas la liberté d'expression, c'était justement ce que l'on pourrait appeler une euphorie populaire. Donc, le dictateur, il est parti, tout le monde était content, tout le monde était en liesse, et bien à ce moment-là, tout le monde pouvait parler comme bon lui semble. Mais, c'était pas la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, c'est une caractéristique fondamentale de la démocratie. Or, après 1987, la liberté d'expression présuppose naturellement des élections, ce qu'on appelle la démocratie électorale. 87, les élections de novembre 87 ont échoué et déjà on avait vu qu'on n'était pas encore à la démocratie électorale. Il fallait attendre 1990 pour initier la démocratie électorale en Haïti, en fait, et ça n'a pas duré longtemps. Ceci dit, là où on est maintenant, après 86, on n'était pas encore prêt pour la démocratie, et en 2022, on n'est pas encore prêt pour la démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, du point de vue historique, au-delà de l'espace temporel, on est exactement au moment de 1986. Et je pense que la situation a empiré. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'après 86, il y avait la population avait confiance en une transformation sociale et politique, d'un côté. Et il y avait des leaders qui avaient émergé. Bon, bien sûr, on peut toujours leur reprocher pas mal de choses, mais il y avait ces 2 éléments fondamentaux qui pouvaient aider à la transformation du pays. Cependant, et les leaders qui avaient émergé, ils ont échoué de côté, et la population de son côté n'a plus confiance dans la transformation sociale du pays. C'est-à-dire, là, le moment actuel est de loin pire que la situation de post-86. Maintenant, on a fait cette première expérience, novembre 86, 87, avorté dans le sang, à la Ariel Vaillant.
On a eu aussi l'expérience avec le professeur Leslie Maniga, c'était en 1988. 88. Et là, vous avez dit, professeur Pierre, qu'on a dû attendre 1990 pour une nouvelle... Pour initier la démocratie électorale avec les élections de Jean-Bertrand Aristide. De 86 à 90, ça fait 4 ans d'attente. 4 ans d'attente, exactement. Je dirais. Est-ce que ça veut dire que l'expérience est, je dirais, difficile? C'est une expérience difficile. L'expérience démocratique est laborieuse, je dirais. Professeur Insilas. Oui, donc je pense que pour mieux comprendre la crise actuelle et la connecter avec le départ de Duvalier en 1986, il faudrait d'abord reconnaître que une crise n'est pas nécessairement négative. La première chose, c'est qu'une crise est positive parce qu'elle permet de dégager les pathologies du corps social. Donc la crise invite à la dépasser. C'est le premier moment. C'est un moment de rupture que la crise instaure dans l'ordre social. Le deuxième élément que nous dit la crise, c'est qu'il faut agir, il faut décider. La crise met en question l'ordre ancien, elle invite à penser l'ordre nouveau. Mais elle invite à penser l'ordre nouveau à travers la décision qu'il faut agir. Troisième élément que la crise nous dit, il faut agir, mais elle ne dit pas comment agir. Qui doit agir et quelle décision prendre. C'est là le troisième élément de la crise. Elle nous invite à une meilleure compréhension de la réalité, à dégager les potentialités de la réalité. Donc, cette crise actuelle est liée à celle de 1987 pour 4 raisons fondamentalement que je vais rapidement développer. En 1986, l'expérience dite démocratique, entre guillemets, a échoué pour une raison fondamentale. D'abord, c'est un manque de consensus. La première raison de l'échec de 1986, c'est un manque de consensus au sein de la classe politique pour penser les grands chantiers de la fondation de l'État. Tout le monde, à l'époque, voulait arriver au pouvoir, mais on ne se mettait pas d'accord pour penser les fondements de la nation. Parce que dans une crise de conjoncture, il y a 2 éléments, et par extension pour dire, il y a une concentration de contradictions, il y a une lutte pour le pouvoir. C'est là l'élément fondamental. La deuxième raison pour laquelle 1986 a échoué, c'est que les leaders politiques sont tombés dans le piège de la démocratie libérale. Ils n'ont pas véritablement compris l'idéologie qui était derrière la démocratie libérale. On parlait d'élections, on parlait d'alternance, de droits de l'homme, mais c'était une vision de l'Occident triomphant après avoir vaincu le communisme. Donc, troisième piège que nous avons expérimenté et raison pour laquelle 1986 a échoué, c'est qu'on entrait de ce qu'on appelle la démocratie libérale, élection, parti politique, mais ces pratiques-là ne répondaient pas à la culture nationale, à la vision nationale, à la société. On ignorait le pays profond. Autrement dit, le système politique basé sur élection et alternance politique, parti politique, société civile, n'entre pas dans la dynamique historique profonde de la société. La société n'a pas la culture politique pour laquelle elle peut exprimer la démocratie. Et c'est pourquoi la crise politique fait tomber la crise politique engendre la crise des accords politiques. Ce n'est pas un hasard si la crise politique engendre la crise des hommes politiques, des accords politiques, parce que la crise politique est tellement profonde, elle est tellement complexe que même les hommes politiques, en essayant de comprendre la crise, ils sont tombés malades. C'est-à-dire que son bail est complexe, m'a dit là. C'est-à-dire que pendant que les hommes politiques, il y a des réseaux de crise là, ils sont tombés en crise, ils sont tombés malades. Donc, est-ce qu'on est malade qu'à venir résoudre malade? Pendant qu'on apprécie résoudre malade là. Mais quelle maladie vous venez souffrir là, là? C'est ça, Napoli. Donc, la maladie, eh bien, c'est que la compréhension de la crise ne tient pas compte de la nature de la crise. Parce que quand une crise se déploie, c'est pourquoi j'ai un livre qui a pour titre, je le mets, qu'est-ce qu'une crise? Élément d'une théorie critique. On a invité tous les leaders politiques, tout pays à les livres ça. Parce que les livres ça, les dégager
aux méthodologies de la crise. Et pour qui ça vient tomber malade, il y a des résoudre malade. C'est la question. C'est parce que crise là, elle a déployé, il crée un paquet de contradictions, tensions de société là. Et tension il peut résoudre, c'est la lutte pour le pouvoir. Ou pas la longue durée. C'est-à-dire que la crise a 2 temps. C'est le temps de la conjoncture, c'est-à-dire le temps de la condensation des contradictions, des conflits, des polarisations. L'intensité de la crise, c'est qu'elle crée une intensité des contradictions, des polarisations. Et on pense que résoudre la crise, c'est la politique. Et non seulement elle crée cette polarisation des contradictions dans la société, et l'idée est qu'un deuxième élément, c'est la lutte pour le pouvoir. Ouais. Après 1986, eh bien, on a constaté que ce qui était important, c'était la lutte pour le pouvoir. Donc c'est là, c'est-à-dire que la crise politique et que le pays vit depuis 1986 est issue de la structure sociale. Parce que la crise n'est pas créée ni par les CIFE, ni par bon Dieu, elle est créée par le mode de production et de reproduction de la société. Donc il faut étudier le mode de production des élites politiques et de leur reproduction. Parce que la crise politique est créée par la dynamique politique, elle ne vient pas de l'extérieur. Donc c'est ça cette complexité. Et fondamentalement, la crise est difficile à être résolue parce que les manifestations de la crise sont plurielles et les interprétations sont plurielles, mais la nature de la crise est une. Donc il faut mettre en relation ce qu'on appelle des mondes, gay mondes. Il faut une théorie de l'invisibilité pour comprendre la visibilité de la crise. Vous voyez? Donc, en dialectique de visibilité de la manifestation phénoménale, il y a une dynamique d'invisibilité qui est la raison profonde de la crise. Merci, professeur Mézila. Professeur Pierre, vous parlez souvent d'échecs des élites. Oui, en fait, je parle souvent d'échecs des élites. Il y a peut-être 3 éléments que je retiens du développement du professeur Mézilas, et pour moi c'est important. Tout d'abord, c'est la démocratie libérale comme produit de l'Occident, et ça c'est d'un côté, et ensuite l'idée des contradictions politiques. Et là peut-être que je suis en désaccord, parce que tout d'abord, les contradictions politiques, c'est la lutte pour le pouvoir, c'est la caractéristique même de la politique. Parce que quel est l'élément fondamental de la politique dans une démocratie? C'est les partis politiques. Qu'est-ce qui diffère un parti politique de toute autre organisation? C'est la prise du pouvoir, c'est la lutte pour le pouvoir. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une caractéristique propre à Haïti, c'est une caractéristique de la politique de façon générale. Donc, en soi, ce n'est pas un problème. Maintenant, le problème, c'est l'absence de culture politique de nos hommes et de nos femmes politiques. Ça, c'est ça la nuance. Mais l'autre point aussi, dire que la démocratie libérale, c'est un produit de l'Occident, oui, c'est un produit de l'Occident, mais c'est un produit qui a ses valeurs et que Haïti est tenu d'adopter. Pourquoi? Tout naturellement, en fonction d'influence latino-américaine, peut-être qu'on vient de 2 courants différents, je pense que Haïti est tenu d'adopter les valeurs de la démocratie libérale pour 2 raisons fondamentales. D'un côté, les pays, tout naturellement, qui sont mes modèles, l'Angleterre, les États-Unis, le Chili et même la République dominicaine, ils ont eu leurs étapes, mais maintenant, la dernière étape, c'est l'étape de la démocratie libérale. C'est grâce à cette étape qu'ils ont pu consolider leur victoire, leur gain. Donc la démocratie libérale, c'est une valeur que Haïti doit adopter. Ça, c'est point 1. L'autre point aussi, c'est que la géopolitique nous exige, nous oblige d'adopter la démocratie libérale. On ne peut rien faire en Haïti face à la communauté internationale qui oriente la politique d'Haïti sans l'adoption des valeurs démocratiques. Tout naturellement, on sait que l'adoption de la démocratie suit des étapes. On ne peut pas d'un coup entrer dans la démocratie libérale, mais c'est le chemin à prendre. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour parler, je voulais bien sûr faire ces précisions pour moi qui sont fondamentales. Maintenant, pour parler des échecs. Tout d'abord, pour moi, en Haïti, on n'a pas d'élite. On n'a pas d'élite. Pourquoi on n'a pas d'élite? Les élites répondent à quoi? Il y a 3 caractéristiques fondamentales. Tout d'abord,
une élite, c'est un groupe restreint. L'élite, c'est une oligarchie. Oligos en grec, c'est quelques-uns. C'est un groupe d'individus restreints, soit en économie, ou en politique, ou dans le monde intellectuel. D'ailleurs, les études qui ont été faites aux États-Unis dans les années 60, de très longues études ont été faites aux États-Unis sur les élites. Donc, ces gens-là sont influents de par leur formation intellectuelle ou de par leur leadership d'un côté, et ensuite peut-être aussi de par leurs conditions économiques de création d'emplois, etc. Donc, ça, c'est les caractéristiques des élites. Mais la troisième caractéristique, c'est le complot positif pour transformer la réalité. Donc, c'est ça des caractéristiques des élites. Donc, aucun groupe en Haïti ne répond à ces caractéristiques. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'existe pas d'élite en Haïti. Maintenant, pourquoi nous avons échoué en Haïti? La société haïtienne a échoué, et là, on peut retourner à 1804. On a échoué parce que on n'a pas su construire l'État d'Haïti. L'État, comme je l'ai toujours dit, est formé, mais on n'a pas eu la construction de l'État. La construction de l'État présuppose, par exemple, une administration publique solide qui a une culture et ensuite l'émergence de leaders politiques, ce que nous n'avons pas eu. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est à partir de 86. Pourquoi on a échoué à partir de 86? On a échoué à partir de 86 parce que les groupes qui ont émergé, les leaders politiques qui ont émergé, ont souffert tout d'abord d'un irréalisme politique. À ce moment-là, je suis d'accord avec le professeur Mézilas, c'est un irréalisme politique. Ces gens-là, ils luttaient pour le pouvoir, mais ils n'étaient pas capables de consensus. Le même problème dont souffrent les différents accords actuellement. C'est un point. Un autre point, je pense qu'à ce moment-là, je suis en désaccord avec le professeur Mézilas, ils n'avaient pas compris les questions géopolitiques. Les intellectuels haïtiens, fort souvent, ne comprennent pas les questions géopolitiques. L'importance des États-Unis, quelqu'un qui a très bien compris la question géopolitique, c'était François Duvalier, mais qui n'a pas su faire bénéficier à Haïti les avantages qu'il a su tirer des États-Unis grâce à sa compréhension des questions géopolitiques. Donc, on a échoué pour l'incapacité de comprendre les questions géopolitiques d'un côté, la lutte pour le pouvoir, l'incapacité de consensus, ces deux caractéristiques. Et une autre caractéristique aussi, je pense que l'indépendance haïtienne, telle que conçue par les Haïtiens, spécialement les leaders, pour moi, représente un obstacle au développement d'Haïti. Il faut une nouvelle compréhension de l'histoire d'Haïti, spécialement de l'indépendance d'Haïti pour avancer. Voici des conditions qui ont contribué à l'échec d'Haïti et aussi la dictature, qui est une étape de tout processus de démocratisation dans la région, spécialement François Duvalier, n'a pas mis en place les infrastructures qui allaient permettre l'émergence d'une classe moyenne comme nous avons eu dans des pays comme le Chili, la République dominicaine, etc. Voilà 4 raisons fondamentales qui ont expliqué, les facteurs explicatifs de l'échec de la société haïtienne. Les causes... Je peux répondre Oui, bien sûr. Mais je souligne en passant que les causes seraient multiples. Bien sûr, bien sûr. OK. Oui, justement, et cher collègue Harold Paul, Joseph Harold vient de dire que l'élite, c'est par l'élite qu'il faut passer pour la société, et il doit organiser un complot pour organiser la société. Le problème, c'est que le concept d'élite a une histoire idéologique et scientifique dans la tradition occidentale. On a commencé à parler d'élite sur le plan de la sociologie politique, c'est à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle de la pensée italienne. L'élite était considérée comme une minorité qui a des caractères spécifiques, qui est différente des masses et qui peut mieux diriger la société. Mais on pense que le contexte d'élite a émergé, c'était pour réagir, pour remettre en question l'idéal démocratique du suffrage universel et ensuite du mouvement ouvrier. C'est-à-dire, dans son essence, la notion d'élite était aristocratique. Et ensuite, l'élite était conçue en réaction au pouvoir des masses. C'est-à-dire que dans la tradition, même en Haïti, on a vu que les masses ont joué le rôle fondamental de la démocratisation, sauf qu'elles sont pratiquement instrumentalisées. Donc, le concept d'élite en soi était aristocratique dans son émergence historique. Donc, c'est l'élément fondamental, c'est-à-dire qu'il y a un élargissement conceptuel par la suite, mais la notion d'élite elle-même est dans son essence antidémocratique et antipopulaire. Donc, c'est-à-dire que la dynamique sociale, c'est pourquoi il y a plusieurs courants. Le courant qui défend l'élite, c'est le courant libéral,
je comprends que vous défendiez l'aspect libéral. Et deuxièmement, vous avez dit que Haïti doit suivre la démocratie libérale. Mais vous oubliez que la démocratie libérale, même la notion de libéralisme, reposait sur le racisme. Toutes les grandes théories libérales étaient racistes au début. Et ensuite, la démocratie libérale s'est installée dans les pays qui ont déjà un développement industriel. Et la tradition libérale occidentale répondait à des contextes culturels. D'abord, on partait de la Grèce, de la Rome, de la tradition judéo-chrétienne pour s'installer. Donc, il y a la tradition. C'est pourquoi, par exemple, la Chine nous dit qu'on ne peut pas entrer encore dans cette dynamique de la démocratie libérale parce qu'il y a des spécificités. Donc, je pense que la démocratie libérale, c'est un concept idéologique qui a des déterminants fondamentalement occidentaux. Quand, par exemple, un pays veut entrer dans la dynamique libérale, il y a des conditions fondamentales. Et c'est là, quand on dit un pays doit être libéral, donc je pense que c'est oublier la complexité des cultures, des histoires, des sociétés et des civilisations. Merci, professeur Mézilas. Vous voulez passer un mot avant d'observer la pause, professeur? Bien sûr. Et là, je pense aussi que le professeur Mézilas pêcherait du point de vue de la géopolitique. En fait, l'idéologie, bien sûr, ça a commencé, la pensée sur les élites avec les Italiens, Gaetano Mosca, etc. Mais quand je pense aux élites, je pense par exemple à ce complot qu'il y a eu entre des économistes libéraux anglais et les Smith, les Ricardo, et avec la bourgeoisie anglaise. Et ça a permis à l'Angleterre de dominer le monde pendant 3 siècles et demi, par exemple. Et actuellement, dans le contexte régional, il n'est pas possible de penser Haïti hors de la démocratie libérale face aux États-Unis, au Canada, à la communauté internationale. La Chine, c'est quoi? La Chine, quelque part, c'est une puissance. Il n'y a pas de comparaison possible entre la Chine et Haïti. Ce n'est pas pareil du tout. Et la Chine n'a pas adopté le libéralisme du point de vue politique, mais la Chine a adopté le libéralisme tout comme les États-Unis du point de vue économique. Pourquoi? La Chine est le pays qui a reçu actuellement et qui reçoit de façon générale le montant le plus élevé en termes d'investissement direct étranger. Donc, c'est-à-dire, au-delà d'une approche que j'appellerais idéaliste et même métaphysique, il faut saisir la réalité du point de vue historique, du point de vue de la géopolitique des relations internationales et spécialement du point de vue de la science politique. À ce moment-là, je pense qu'en Haïti, il faut questionner même la pensée latino-américaine et cette tendance, par exemple, de rejet de l'Occident. Moi, je dois questionner l'Occident, mais je sais que les étapes qu'ont suivies les pays développés, l'Angleterre, les États-Unis, malheureusement, on ne pourra pas suivre le même cheminement parce qu'on n'est pas à la même période. Donc, il y a des périodes qu'Haïti doit nécessairement pas dépasser, mais Haïti va devoir combiner plusieurs périodes pour se placer au niveau, de l'industrialisation, et même j'ai fait des propositions en ce qui concerne l'industrialisation d'Haïti du point de vue économique, comme économiste, et de l'autre, ce qu'il faut faire pour rentrer dans la dynamique de la géopolitique. Bon, voilà, je pense qu'on pourrait même discuter en long et en large sur la question des élites, mais je voulais faire ces précisions. Merci, professeur. Merci, professeur Claudel Mézilas, Joseph Harold Pierre. Nous allons observer la pause, messieurs, et au retour, on abordera ensemble la question des accords. Et si possible, on pourra revenir sur les messages du président du Sénat de la République à l'occasion du 7 février. Et on pourra aussi revenir sur l'adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry. En tout cas, messieurs, merci de votre disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nos invités, au cours de la première partie, je peux même oser dire qu'on a effectué un petit voyage à travers le temps, puisque nos invités nous
ont éclairé notre lanterne sur l'essence ou même l'étymologie, l'historicité des élites, et on a appris pas mal de choses. Et pour la deuxième partie, on va essayer d'être beaucoup plus actuel avec la crise que traverse Haïti. Aujourd'hui, on parle des accords à implémenter, ils sont nombreux. Mais avant même de discuter des accords, chers invités, permettez que je vous demande si vous avez suivi, si votre emploi du temps vous a permis d'écouter les adresses à la nation du président du Sénat, Joseph Lambert, et l'adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry. Vous avez entendu? Oui, bien sûr, j'ai vu. En partie. Pareil pour vous? Oui, oui. Alors, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas eu le temps de les écouter, en résumé, je dirais que le président du Sénat, Joseph Lambert, a fait savoir au Premier ministre Ariel Henry que son mandat a pris fin lundi dernier à minuit. Et qu'en ce sens-là, il ne fait que liquider les affaires courantes. Il ne fait que liquider les affaires courantes. En d'autres termes, il ne peut prendre il ne peut engager le pays, l'État, à travers certaines actions. Il a même annoncé la tenue d'un congrès ou d'une rencontre importante et qui devrait déboucher sur un vrai consensus pour le pays. Alors que le Premier ministre, lui, de son côté, a fait savoir que les démarches menées par les signataires de l'accord de Montana, de même que les signataires de l'accord unitaire de Louisiane, eh bien, ces démarches-là ont été assimilées à un jeu d'enfant, selon le Premier ministre qui annonce des mesures qu'il compte adopter de manière à mettre sur pied un conseil électoral provisoire. Il promet de restaurer un climat sécuritaire qui pourrait donc permettre aux acteurs de mener campagne, permettre aux citoyens de vaquer à leurs activités. Donc, je dirais, c'est ce que l'on peut retenir. Il a dit beaucoup plus de choses que cela. D'abord, voyons pour le président Lambert, est-ce qu'il a raison de dire que le mandat du Premier ministre arrive à terme lundi dernier à minuit, avant-hier? Je pense qu'il faut nuancer. Le mandat du Premier ministre, je dirais, arriverait à terme le 7 février, avant-hier, le 7 février 2022, dans la mesure où c'était un Premier ministre du gouvernement de la présidence de Jovenel Moïse. Mais cependant, ce qui importe le plus, c'est, dans le contexte actuel, qui va remplacer le Premier ministre. Il n'y a personne pour remplacer le Premier ministre du point de vue étatique. Montana Non. Parce que actuellement, il faut être très clair, actuellement, il y a deux groupes qui doivent nécessairement discuter ce que j'appellerais du point de vue de la... Je pourrais même dire du point de vue de la légitimité. C'est peut-être au second niveau, c'est Ariel Henry, Premier ministre, si on dit que le mandat a pris fin avant-hier, et le Sénat, dont le mandat aurait aussi pris fin en janvier dernier. Ariel Henry émane quelque part de Jovenel Moïse qui a été élu. Les sénateurs, eux aussi, étaient élus, mais il y a un vide, il n'y a personne pour les remplacer. Donc, comme il n'y a personne pour les remplacer, ces acteurs doivent s'asseoir pour discuter et arriver tout naturellement à une solution. Mais on ne peut pas, comme il y a un vide total, si ces gens-là seraient légitimes au second degré, pour utiliser cette expression, une approche plutôt économique,
les autres acteurs de la société civile, dont ceux de l'accord de Montana, doivent participer nécessairement de ces discussions. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait trouver un consensus. Donc ça, c'est une démarche, c'est la démarche, la procédure à suivre pour arriver à un consensus. Mais ce qui importe, la question qu'il faut se poser, peut-on arriver à un consensus? J'en doute fort. La raison est simple, on n'a pas de culture politique pour cela. Et je pourrais même revenir au concept d'élite. Il n'y a pas d'élite politique en Haïti. Eh bien, combien de partis politiques y a-t-il dans l'accord de Montana? Dans l'accord de Montana, c'est 85 partis politiques et regroupements politiques. Dans l'accord de 11 septembre, il doit y avoir un nombre similaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Du point de vue politique, la société haïtienne a complètement échoué. Donc, compte tenu de ces contradictions, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un consensus maintenant. Voilà pourquoi, en tant que nationaliste, patriote convaincu, j'ai toujours demandé ou même sollicité l'apport de l'international pour la résolution de la crise. Cependant, il y a encore un paradoxe, l'international défend toujours ses intérêts et l'international, malheureusement, ne croit plus ou ne croit pas en la capacité des leaders haïtiens. 2 exemples concrets. L'international a supporté... Si c'est le cas, c'est une insulte quand même. Ah oui, ben, l'international ne croit pas. Moi, je vais donner des exemples concrets pour prouver que l'international ne croit plus en Haïti, dans les leaders haïtiens. D'un côté, l'international a été contre les élections, je parle de l'OEA, des élections du Nicaragua, dans son rapport du 15 juin de l'année dernière. Or, la situation d'Haïti était de loin pire que celle de Nicaragua et l'international, l'OEA, avait supporté l'organisation, était pour l'organisation des élections en Haïti. Donc, 2 poids, 2 mesures. Donc, c'est dire que l'international ne croit plus en la capacité des leaders haïtiens. C'est un. Mais deuxièmement, Haïti est dans une situation de crise humanitaire. En 2019, Haïti avait sollicité à l'international 126 millions de dollars pour la crise humanitaire. Combien on avait reçu? 16 millions, 13%. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'est pas prêt à supporter Haïti. Cependant, et je dois rappeler un texte assez intéressant de Reeve. Le texte, c'est que on ne résout pas. Il n'y a pas de solution humanitaire aux problèmes humanitaires. Ça, c'est important, les Haïtiens doivent le savoir. Mais je viens de donner des exemples concrets pour prouver que l'international n'est pas prêt à supporter Haïti. Cependant, donc et paradoxalement, je viens de dire que c'est à nous de faire cavaler seul. Bien sûr. Non. C'est à nous de résoudre la crise. Mais on ne peut pas faire cavalier seul, paradoxalement. Au moment actuel, on a besoin de l'international. Les leaders politiques ne veulent pas résoudre la crise. Ils ne sont pas sincères du tout. Ils ne sont pas du tout sincères. Mais l'international a la capacité de faire pression. Parce que tous sont contrôlés par l'international. Tous ont des problèmes, de façon générale, de corruption, etc. Donc l'international peut faire pression sur eux pour qu'il y ait un certain consensus. Et ce consensus doit être accompagné par l'international, parce que l'international demeure, malgré tout, l'acteur principal du géopolitique haïtien. Donc moi, je m'attends à ce que l'international aide à résoudre la crise, à arriver à un consensus. Merci, professeur Joseph Harold-Pierre. Professeur Mézilas? Oui, et justement, l'intervention de M. Harold relève d'un politicien, d'un homme politique. À travers cette intervention, je cherchais la méthodologie scientifique. Et pour moi, une petite nuance, je suis politologue, pas politicien, vous le savez, il y a une différence énorme entre les deux. Oui, je comprends la différence, mais il y a une confusion. L'analyse est de type politicien et non pas politologique. Et je pense que la méthodologie que j'adopte pour penser le fait politique, c'est que le fait politique haïtien fait partie de la structure. L'analyse conjoncturelle, la position de X ou de Y n'est pas fondamentale pour moi dans la méthodologie critique que j'adopte, que je déploie. Ce qui est fondamental, et la crise fondamentale,
c'est la structure à partir de laquelle les événements se déploient. C'est pourquoi, en tant que politologue, pas politicien, dans la perspective de M. Howell, je crois que l'essence de la crise échappe aux interprétations idéologiques et politiques. Et l'essence de la crise, c'est cet échec de la démocratie libérale qu'on a voulu appliquer à Haïti en 1986. L'intervention antérieure de M. Howell reposait sur ce qu'on appelle en sciences politiques la théorie de la modernisation politique, qui veut dire que les pays non occidentaux doivent adopter le modèle de la démocratie libérale. Quand il dit que Haïti doit adopter la démocratie, il s'inscrit dans la philosophie de l'histoire libérale. Sans aucun doute. Quand on dit, donc c'est-à-dire que la présentation de la démocratie libérale comme obligatoire, c'est l'idéologisation de l'histoire d'Haïti et c'est un danger pour la société au sens où on s'écarte de l'historicité profonde de la société. C'est pourquoi je pense que l'analyse qu'on vient d'entendre n'est pas politologique, mais elle est politique, elle est une prise de position. Et maintenant, moi-même, en essayant de comprendre la réalité actuelle, je ne m'intéresse pas fondamentalement au discours, mais je m'intéresse à la structure qui a généré ces différents éléments, ces différentes problématiques et pour lesquelles nous sommes ici. Et la crise des accords. Comme je l'ai dit, il y a crise des accords parce que tout simplement, dans une conjoncture de crise, les positions politiques s'aiguisent, se radicalisent. On cherche le pouvoir parce que la conjoncture de crise fait émerger les contradictions profondes de la société. D'ailleurs, la conjoncture de crise, elle tend à réduire la distance entre le temps long et le temps court. Donc, les interventions des hommes politiques, actuellement, ne m'intéressent pas. Je ne suis pas un homme politique. Donc, vous n'avez pas suivi? J'ai suivi. Mais fondamentalement, ce qui est important pour moi, c'est d'analyser la dimension scientifique. C'est-à-dire que saisir les événements dans les structures. On peut prendre des positions, mais l'analyse scientifique, non seulement voit le réel, mais il voit ce qui est derrière le réel, c'est la grande structure. C'est pourquoi quand Leslie Fondamadiga écrit, parle d'Haïti, il dit qu'il parle en tant qu'historien politologue. C'est-à-dire qu'il parle du passé vivant, de la structure profonde. C'est de ce sens que je souligne que la crise actuelle, l'élément fondamental, pour la raison pour laquelle les acteurs ont du mal à trouver une solution fondamentale, une solution viable à cette crise, c'est qu'on n'essaie pas de comprendre la complexité de la crise. Et cette complexité... Non, mais qui est-ce qui ne peut pas comprendre? On va parler de leader politique. Oui. Parce que je vais partir de 1986. Après le départ de Duvalier, on parle de démocratie libérale, de refondation d'État, mais sous Duvalier... On n'a même pas parlé de démocratie libérale. On a parlé de transition démocratique. De transition démocratique. Mais on n'a pas défini ce qu'est la transition démocratique, et toute démocratie est en transition. Et deuxièmement, quand M. Howell dit qu'il faut des élites, l'élite, dans son essence, est aristocratique et antidémocratique. Donc, c'est-à-dire que il y a une dynamique d'idéologisation et de marginalisation des masses. Oui, mais on peut pas développer sans un guide. Et à ce niveau-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer nos élites, si élites il y en a, comme des guides? Parce que si on laisse tout au peuple, si on laisse au peuple le soin de tout faire, de tout résoudre, on n'ira nulle part. La vraie élite est celle qui s'inscrit dans la sociologie des élites de Jean Prasmas. Dans son ouvrage classique, La vocation des élites, eh bien, il dit comment l'élite doit se développer s'il faut qu'il y ait véritablement un travail de commandement et de dialectique, de relation avec le peuple. Malheureusement, dans le développement de l'histoire du pays, le peuple, les masses ne sont pas écoutées. Donc on parle au nom des masses, au nom du peuple, et on tend à sacraliser la notion d'élite. Est-ce que Oui, bien sûr. Merci. Voilà, je pense que M.
Mésilas a dit des choses que je dois nécessairement commenter. Tout d'abord, bon, messieurs, je parle comme politologue, mais avant tout, vous avez parlé de la théorie de la modernisation de l'administration publique, la théorie de la nouvelle gestion publique. C'est justement ça. Je souscris à cette école, la modernisation des élites. En Haïti, il y a ce que j'appellerais un ghetto culturel. Qu'est-ce qui a expliqué la démocratisation des pays de l'Amérique latine? C'est faux que toute démocratie est en transition. Non, toute démocratie n'est pas en transition. Okay? Qu'est-ce qui a expliqué la démocratisation, la troisième vague de la démocratisation à partir des années 80? Eh bien, il y a eu les élites qui ont favorisé cette démocratisation. Mais qu'est-ce qui a expliqué le développement économique des pays de l'Amérique latine, dont le Chili, qui est mon modèle tout d'abord? C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'adoption de la modernisation de l'administration publique. C'est justement ça. Eh bien, il ne peut pas y avoir une science qu'on appelle science haïtienne. Il y a. Et quand vous dites qu'on n'a pas écouté les masses en Haïti, je ne pense pas que c'est ça le problème, pas du tout. C'est que, qu'est-ce qui a rendu possible des courants politiques comme le fascisme et même l'expérience nazie? C'est parce que, à cause de la pauvreté dans ces pays-là, à cause de l'absence des élites, là tu peux lire State and Revolutions de Theda Scott Paul, on va voir que, et ensuite on peut voir tout le développement de cultural juncture dans ces différents pays-là, on va voir que l'absence d'élite et la pauvreté, la combinaison de l'absence d'élite et de la pauvreté a permis ces expériences désastreuses dans l'histoire du monde. Donc, en Haïti, le problème, ce n'est pas le fait que les leaders politiques ne comprennent pas le problème, c'est que les leaders politiques n'ont pas d'expérience, de culture politique. Bien sûr, il y a un manque de formation académique, il y a tout ça, mais il y a un manque de culture politique et aussi un grave problème qui est quelque part lié, symptomatique de tout ce que vous avez dit dans le contexte haïtien, c'est que on s'enorgueillit de l'indépendance, on s'enorgueillit d'être la première république noire. On s'enorgueillit de notre passé. De notre passé, mais on n'est pas capable de faire lien avec l'extérieur. On est devenu fixiste en Haïti. Et moi, j'ai dit qu'il doit y avoir nécessairement une ouverture à l'international. Haïti doit adopter la démocratie, spécialement la démocratie libérale, à cause du contexte régional, de côté, et aussi Haïti doit adopter aussi la modernisation administrative que vous avez critiquée. Il nous faut ça pour avancer, parce que sinon on sera toujours un pays pauvre. Donc, donc voilà, de clarifier. Donc ça c'est important. Et les élites, et votre approche des élites est une approche extrêmement réductionniste. Oui. Donc vous permettez de clarifier, et malheureusement, M. Harold n'a pas bien compris la dynamique latino-américaine de transformation. Et de 1880 à 2000, l'Amérique latine passe par 3 dynamiques de transformation. La dynamique oligarchique, c'est-à-dire la domination oligarchique de 1880 à 1930, c'était un groupe d'oligarchies qui détenait la terre et qui organisait l'exportation. Donc cette oligarchie est entrée en crise en 1930 à cause de la crise économique de 1930 que vous connaissez comme économiste, la Grande Dépression. Et après, il y a une nouvelle domination nationale populaire qui était caractérisée par l'émergence du populisme comme transformation structurelle de la région. C'est à l'époque qu'on a commencé à parler du keynésianisme, de l'État développementiste. De 1930 à 1970, elle a connu une 3e mutation qui est fondamentale, c'est la mutation néolibérale. C'est-à-dire quand, après le coup d'État contre Allende, la région est entrée dans le néolibéralisme. Et cette mutation avait 2 aspects. Un aspect politique, c'est le fascisme autoritaire, le régime autoritaire. Le deuxième aspect, c'était le néolibéralisme. Eh bien, toute cette dynamique de néolibéralisation a conduit à ce qu'on appelle l'Amérique latine década perdida. C'était une crise économique, une décennie perdue, c'est pourquoi on l'a montré. Et juste précisément, il a fallu attendre l'arrivée des hommes de gauche, du mouvement de gauche,
pouvoir se restructurer. Et effectivement, l'échec... Écoutez. Je termine, après vous pouvez... L'échec de la mutation économique en Amérique latine a permis d'abord l'émergence des mouvements populaires. En 1989, avec le Caracasso, et c'est pourquoi en 1998, et Chavez a gagné les élections. En 2001, il y avait des mouvements populaires en Argentine, puis au Brésil. A dit que l'échec de la transformation économique en Amérique latine a fait émerger les gouvernements de gauche. C'est pour montrer que précisément que la vision néolibérale a échoué. Et donc, il y a eu le post-néolibéralisme. Et de ce quand vous parlez de modernisation, le concept fondamentalement, si vous voulez, c'est renvoyé à... Il y a 3 éléments. Il y a la dimension économique, la dimension politique, la dimension culturelle. C'est-à-dire que les pays qui doivent entrer dans la modernisation, théoriquement, doivent renoncer à leur tradition, à leur culture. Et ensuite, le système politique. C'est pourquoi, donc, quand je vous dis qu'Haïti doit entrer dans la modernisation, donc il y a une incompréhension conceptuelle à la base. Pas du tout. Une question, là vous allez parler, une question. Vous avez dit que c'est l'adoption de l'économie de marché à expliquer ou à causer l'échec de l'Amérique latine. Maintenant, je vais vous poser une toute petite question. Quand vous parlez d'économie, il y a tout naturellement des indicateurs. Maintenant, ma question, et ensuite aussi l'approche politique. Je vais vous dire, pour tout naturellement, je suis économiste et politologue libéral, sans aucun doute. Mais la question que je vais poser, à 2 niveaux, économique et politique. Du point de vue économique, quels sont les pays qui sont actuellement les mieux placés en Amérique latine? Vous connaissez les indicateurs, sinon je vais vous les donner. Ça, c'est un. Deuxièmement, du point de vue politique, quels sont les pays qui ont les meilleurs systèmes de partis politiques en Amérique latine? Go ahead. Et encore, je pense qu'il y a une incompréhension profonde de la dynamique sociétale de l'Amérique latine. Prenons le cas du Chili, vous avez dit, a réussi, mais les grands mouvements sociaux, tout récemment, le mouvement des étudiants au Chili, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une enclave de développement qui profite, qui est profitable aux plus riches et à la majorité, et qui est défavorable à la majorité des gens. C'est-à-dire, au Brésil, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre cette rupture vers la gauche pour qu'il y ait cette dynamique de redistribution. Et fondamentalement, la pensée néolibérale que vous défendez et que je respecte ne tient pas compte de la qualité de la vie, de la redistribution. D'ailleurs, l'émergence du néolibéralisme impliquait la remise en question de l'État-providence. Donc, c'est de cette dynamique-là que la rupture économique en Amérique latine était beaucoup plus défavorable. C'est pourquoi il y a tous ces mouvements populaires. C'est pourquoi je vous invite à étudier les structures symboliques, institutionnelles. On doit revenir aux accords, c'est très, très important. Ça a été la question de base. Ça a été la question de base. On va revenir aux accords. Non, on va revenir aux accords, ça a été la question de base. Mais maintenant, je vais vous dire. Là, en tant qu'expert de l'Amérique latine, je vais vous dire 2 choses. Au Chili, il existe encore un problème d'inégalité sociale. Mais la vision marxiste ne doit pas nous aveugler. C'est très important. Donc, le pays en Amérique latine qui a pu avancer grâce à l'adoption de politiques économiques de marché, c'est le Chili. Il y a d'autres pays aussi. Mais les pays, en fait, pourquoi le Venezuela a pu avancer, pas avancer, a pu survivre pendant un certain temps? La raison est simple, c'est grâce à sa mine de pétrole. Mais maintenant, comme il n'y a pas de politique économique au Venezuela, le pays ne peut pas résister. Et maintenant, on voit ce qui se passe au Venezuela et aussi au Nicaragua. Donc, voilà un exemple concret pour vous dire qu'il faut toujours penser à la modernisation des sociétés et dans l'approche libérale, si vous voulez. Et aussi, les partis politiques, les pays qui ont les meilleurs partis politiques, et là, je peux développer toute une théorie de partis politiques, eh bien, c'est les pays qui ont pu se moderniser. De toute façon, on ne va pas... Je ne veux plus continuer à discuter de ce sujet-là parce que il faut prendre distance par rapport aux idéologies. Là, vous dites que mon approche est très idéologisée. Il me semble que c'est tout à fait le contraire. Parce que moi, je parle d'indicateurs, il y a une approche théorique
il y a une vision géopolitique et je donne les indicateurs. Mais là, vous n'êtes pas capable d'atterrir cette vision que j'appellerais un petit peu, peut-être même métaphysique. Mais à ce moment-là, on peut peut-être fermer la parenthèse pour revenir aux accords, qui est pour moi la question fondamentale. Bon, j'avais donné mon point de vue pour sortir de la crise, mais le professeur Mésilas n'a pas proposé de solution. Oui, je voudrais dire quelque chose. Je rappelle qu'il nous reste 3 et 4 minutes avant la fin de l'émission. Oui, avec beaucoup de prudence théorique et intellectuelle, l'expérience des sociétés nous montre que d'abord, pour résoudre une crise politique, ça je parle à partir de l'expérience, pas pour proposer des solutions. Parce que le scientifique n'est pas un prophète. Il n'est pas là pour proposer des solutions, il est là pour établir la connaissance objective des faits et puis les politiques décident. C'est pourquoi j'avais dit l'objectif de l'information, c'est-à-dire on voit les faits, on en décide. Le premier élément, c'est le consensus, c'est-à-dire que toute crise politique doit déboucher sur un consensus si on veut véritablement résoudre les fondements de la crise. Et deuxièmement, dans ce consensus, je pense que la question à laquelle il faut répondre, c'est quel modèle de développement économique pour Haïti. C'est-à-dire qu'un modèle de développement qui devrait... Peut-être le professeur a réponse à cette question en tant que politologue, en tant qu'économiste aussi. C'est justement ça. Oui, il faut dire que j'ai écrit un ouvrage en ce sens, un ouvrage qui a pour titre « L'État en Amérique latine, capitalisme, crise et développement et crise hégémonique » pour étudier la problématique du modèle de développement en relation avec l'idéologie. Donc, quand je dis modèle de développement, il est important de savoir comment non seulement créer la richesse, mais aussi comment la répartir. Et troisième élément, pour moi, qui est essentiel, c'est de penser un modèle politique au sens d'un État, mais qui est ancré dans la culture populaire, de la tradition populaire. Mais un État qui puisse assimiler certaines choses positives de l'Occident, mais aussi qui récupère, qui valorise certaines traditions. Et enfin, je pense que pour résoudre une crise politique, la crise politique, il faut penser le nous. C'est-à-dire le nous, c'est-à-dire penser la dimension symbolique de la nation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous des Haïtiens? Quels sont les éléments qui nous identifient tous? Je pense que ce sont ces éléments-là qu'il faut avoir. Qu'est-ce qui nous unit? D'abord, un consensus profond et un modèle de développement économique, un nouveau modèle politique et la pensée du nous. Merci, professeur Mésilas et professeur Pierre. Merci. Voilà, dernier mot. Tout d'abord, je pense que la figure de l'intellectuel public, telle que je me définis, tradition bien sûr américaine, nord-américaine, je précise, c'est l'intellectuel public doit proposer tout naturellement des solutions. À la lumière de sa science, l'intellectuel public doit proposer des solutions. C'est un. Deuxièmement, je pense aux organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, etc., BID, et quand il n'y a pas une approche opérationnelle des choses, on se perd. Il faut être clair et pratique dans les idées. Et moi, je parle seulement d'économie et de sciences politiques qui sont mes domaines. Et bon, je fais des philosophies aussi, mais je parle les sciences où j'ai investigué le plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est les résultats. Les gens qui pensent comme moi, c'est ce qui a permis aux pays comme le Chili, la République dominicaine, le Panama, la Colombie, ces pays-là ont donné les résultats que nous voyons. Et ceux Vous qui pensez pensent... que ces modèles-là peuvent être adaptés en Haïti? Bien sûr. Tout naturellement, les modèles ne sont pas transposables. Vous avez utilisé le mot juste, ils ne sont pas réplicables, mais ils peuvent être adaptés en Haïti. Bien sûr, ils peuvent être adaptés en Haïti. Et là, quand je travaille en Amérique latine, soit pour des gouvernements ou pour des organisations internationales, j'essaie de proposer ces idées-là qui sont adoptées, et je vois que ces idées-là peuvent être adaptées à la réalité d'Haïti. Donc, et c'est ça, en résumé, je pense que la question des élites, la question géopolitique en Haïti, et finalement, comprendre la démocratie libérale et la modernisation de l'État d'Haïti.
Mais on était venu pour les accords. Pour les accords, on doit conclure avec ça, pour les accords, c'est tout d'abord le gouvernement Ariel Henry, le Parlement, dont tous deux, les mandats ont pris fin, mais ils ont ce que j'appelle une légitimité au second degré, ils doivent s'asseoir avec, tout naturellement, Montana, qui est le groupe de la société civile et des partis politiques le plus important. Ces 3 acteurs doivent s'asseoir, mais sans le soutien de la communauté internationale, ça ne va donner aucun résultat, malheureusement. Voilà pourquoi on a besoin de la communauté internationale et repenser nos rapports avec l'international pour ne pas se perdre pour ne pas nous perdre dans notre indépendance. Une petite voilà. nuance rapide, si vous permettez. Merci 3 secondes. 3 secondes, vous avez dit. Il y a une différence entre l'intellectuel public et le scientifique. C'est là la confusion de mon cher ami. L'intellectuel public, au nom de... Il peut être scientifique. Il faudrait lire le texte de Einstein. Il y a tout d'abord le technicien, le scientifique et le scientifique. Le vrai intellectuel public, c'est celui qui a été tout d'abord scientifique et qui demeure scientifique. Je vais te donner quelques exemples. Je vais te donner Stiglitz comme grand économiste. Je vais te donner Krugman comme prix Nobel de 2008, qui sont mes modèles. Donc, c'est de grands scientifiques qui écrivent dans les revues scientifiques, tout comme moi-même. Bon, bien sûr, ils me dépassent de très loin, mais tout comme dans les revues scientifiques. Et on a une maîtrise de la science à un point tel qu'on est capable d'intervenir dans le débat public. Mais l'intellectuel public qui n'a pas été préalablement scientifique, en fait, c'est un homme cultivé, mais ce n'est pas un intellectuel public. En tout cas, j'espère que le public de Métropole retient qu'il y a une différence entre le scientifique et l'intellectuel public. L'intellectuel public, au nom de son savoir, il parle de la politique, il peut dévier, il peut instrumentaliser son savoir. C'est là la crise épistémologique et méthodologique, c'est-à-dire que le scientifique, d'une part, et l'intellectuel public, il utilise son savoir au nom d'une dynamique politique, d'une dynamique publique. Moi-même, je parle comme scientifique, c'est pourquoi je reste au niveau scientifique, je ne vais pas dévier mon savoir. Les deux concepts ne sont pas exclusifs. Je dis que l'intellectuel public, la première étape, il faut lire le texte de Einstein, la première étape, il y a tout d'abord le technicien, le scientifique, et le scientifique va devenir intellectuel public. Il y a d'autres types d'intellectuels, intellectuels publics dans la tradition nord-américaine. Quand je parle, c'est toujours tradition américaine et britannique. Donc, le scientifique, comme scientifique, je suis intellectuel public après avoir écrit, analysé un phénomène quelconque en économie et en sciences politiques. J'interviens sur ce phénomène toujours à la lumière de mes recherches. Voilà. Je suis bien obligé de vous dire merci, Joseph Harold-Pierre et Claudel Mézila. C'était un plaisir de vous entendre. Ce matin, vous avez, autant que faire se peut, tenté d'éclairer la lanterne de nos auditeurs sur certains points. Merci, ça fait plaisir. Professeur Mézila, ça a été un plaisir. On espère que nous pourrons continuer à discuter, à dialoguer. Oui, à échanger. Définitivement, parce qu'on en a besoin pour faire avancer les débats en Haïti. Tout à fait. C'est important. Merci encore une fois, merci monsieur. Beaucoup. Et tenez bon. Et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.